Lecoq, mais on ne voyait pas votre visage au moment où vous parliez. Donc ce que vous dites, c'est que à force de vouloir répondre au Rassemblement national, on copie le Rassemblement national dans la majorité, c'est ça le message? Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Lefebvre. Pour lutter contre le Rassemblement national, il y a deux solutions. Soit on l'affronte sur le terrain des idées, on assume que l'on est en désaccord, y compris avec le constat. Et c'est ce que nous faisons du côté de la France insoumise. C'est pour ça que nous appelions, par exemple, hier à une grande manifestation qui a été un formidable succès. On a vu les succès slogans, Monsieur Lecoq. Contre le racisme, les flics, l'extrême droite. abat les juifs, abat la police. Je comprends, Alors, monsieur. En fait, il n'y avait pas le abat les juifs. C'est cette vidéo qui est tournée. En fait, on l'a revue. Je l'ai revue. J'ai fait la même erreur que vous. J'ai fait l'erreur aussi, donc je me l'approprie. Donc, abat les flics, abat l'État, les fachos. Pardon, précision importante. Pardon. Pas beaucoup. Je comprends que ça vous embête, mais oui. Nous assumons de combattre le Rassemblement national. Je veux bien que vous détourniez le sujet en parlant de slogans, d'une pancarte. La réalité, c'est qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue hier parce qu'ils n'en peuvent plus. Moins de 100 000 sont les chiffres officiels. Peuvent plus. Attendez, est-ce qu'on peut dire un mot sur ce plateau ou est-ce qu'on a simplement le droit de vous entendre défendre le Rassemblement national? Donc, je le disais, soit on affronte le Rassemblement national, c'est ce que nous avons fait hier avec de grandes manifestations, soit on répète en chœur son discours, c'est ce que vous faites. La réalité, c'est que oui, ce gouvernement, c'est devenu space de The Voice du racisme, c'est-à-dire que c'est à celui qui criera le plus fort, le plus souvent, une proposition qui va le plus loin possible. Alors on a monsieur Retailleau qui multiplie les provocations, qui veut rétablir le délit de séjour irrégulier. Certains veulent s'en prendre aux femmes voilées dans le sport. Maintenant, monsieur Darmanin, qui a pourri la situation des prisons depuis des années parce qu'il est bien comptable de cette situation pour laquelle la France a été condamnée, maintenant nous explique également que le problème, c'est les étrangers. Donc mais vous voulez que attendez, vous avez cité un chiffre, parce que visiblement, l'état de droit, vous vous en moquez bien. Vous, là, ce que vous proposez... Un quart de la population carcérale, monsieur Lecoq. Et c'est combien la proportion de la population française qui est étrangère? Et alors? C'est 7%. Bien sûr. Alors, 25%. Non, c'est 7%. Oui, mais là, 25% dans les prisons. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Donc 7%, monsieur Lefebvre, est-ce qu'on peut faire un raisonnement pour que les étrangers purgent leur peine de prison? Mais c'est le sujet. Je suis en train de vous expliquer. Vous avez 7% de la population française qui est étrangère. Vous nous expliquez qu'il y en a 25% de la population carcérale. Dans les prisons, la réalité de ça... c'est faux? Non, je dis pas que c'est faux. La réalité de ça, c'est que nous avons un système qui est éminemment raciste. Voyez-vous, quand vous êtes étranger, laissez-moi finir une phrase, monsieur Lefebvre. Ça vous est en prison. Ça vous est peut-être insupportable à entendre, mais voyez-vous, lorsqu'on est étranger dans ce pays, oui, on a 3 fois plus de chances d'avoir une comparution immédiate. C'est des policiers, alors. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Vous racontez n'importe quoi. La Macronie ne supporte aucune opposition à ce point. Non, mais monsieur, vous nous dites que c'est parce qu'on est étranger qu'on commet des crimes et des délits dans ce pays. C'est vous qui êtes raciste, monsieur Lecoq. Pardon de vous le dire. Enfin, je suis navré. La vérité, c'est que vous voulez que le contribuable français paye pour que des délinquants étrangers soient dans les prisons françaises. C'est inacceptable. Personne ne comprend ça. Il n'y a que vous pour défendre les délinquants étrangers. Est-ce qu'on peut faire un raisonnement? On va faire quelque chose de très simple. Aurore, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais attendez, je suis désolé, je n'ai pas pu enchaîner 3 phrases sans que monsieur Lefebvre me coupe. Simplement parce que monsieur Lefebvre ne supporte pas qu'il puisse y avoir un autre avis qui soit donné, y compris sur l'analyse carcérale, qu'un avis qui consiste à dire: de toute façon, les étrangers sont plus délinquants que les autres, c'est-à-dire de faire preuve de racisme. Les propos, si vous l'avez dit exactement comme ça. Vous avez dit il y a un problème de délinquance supérieure chez les étrangers. C'est un propos raciste. La réalité, c'est que vous vous fichez bien de l'état de droit. L'état de droit dit qu'il ne doit pas y avoir de double peine. Ce que propose M. Darmanin à ce moment-là, c'est la double peine. Vous refusez de voir qu'il y a un racisme systémique dans ce pays qui fait que oui, quand on est étranger, on a 8 fois plus de chances de faire de la prison ferme. C'est ça la réalité. Le droit ici, c'est moi qui fais respecter. En tout cas, il y a du racisme dans la police. Le mot de la fin, parce qu'après on parlera des quand elle est dirigée par M. Retailleau et par M. Darmanin, c'est bien pire. Et c'est bien pour ça que les Français n'en veulent pas, qu'ils vous ont battu dans les urnes et qu'ils êtes dans un tunnel depuis 3 minutes. Très massivement hier. Aurore Malval, pour clore le sujet, et après nous parlerons, vous allez voir, un autre sujet qui va vous intéresser, les 100 jours de François Bayrou à Matignon. Je suis sûr que ça va être passionnant. Juste 2 éléments. Je voulais juste préciser que la double peine n'avait jamais été réellement supprimée. C'est-à-dire que même Nicolas Sarkozy, lorsqu'il l'avait en tout cas annoncé qu'elle serait supprimée, elle a toujours continué à exister. Et là, elle existe encore. Et effectivement, et Gérald Darmanin, d'ailleurs, ne s'est jamais caché de vouloir véritablement aller dans cette direction. La deuxième chose, par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant parce que l'Observatoire, justement, des prisons parle de cette question. Il ne le lit pas
pas forcément un racisme systémique, justement, de l'État. Et par contre, il dit que parfois, des détenus, justement, étrangers sont incarcérés précisément parce qu'ils ne présentent pas, contrairement aux Français, des garanties de représentation. Et que donc, on préfère les incarcérer, notamment sur des comparutions immédiates, parce que sinon, ils pourraient s'enfuir dans un autre pays. Donc, effectivement, il y a une question... Non, mais c'est quoi une garantie de représentation? Les garanties de représentation, c'est ce qui est demandé par les magistrats lorsque, justement, on met des détentions provisoires. Parce que là, en fait, on parle des personnes sous écrou, les 19 000. Ce n'est pas forcément que des personnes qui ont été condamnées définitivement. Donc, effectivement, cette nuance existe. Et là, la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment Gérald Darmanin et comment d'ailleurs les magistrats, aujourd'hui, parce que Gérald Darmanin parle beaucoup au service de la pénitentiaire, mais un peu moins aux magistrats. Et la question est de savoir aussi comment ils vont, eux, réagir par rapport à ces nouvelles consignes, donc on va leur passer, de ne plus nécessairement aussi incarcérer ces détenus et de voir qu'est-ce qui est possible pour leur expulsion. 10 secondes chacun. Simplement, pendant trop longtemps, on a laissé faire. On a accepté de se dire qu'il n'y avait aucun problème, qu'il fallait payer pour des délinquants étrangers. Gérald Darmanin dit que le contribuable français ne doit plus payer pour des délinquants. Les 10 secondes de M. Lecoq après une petite pause. Bon, M. Gérald Darmanin, on l'a bien compris, dit la même chose que Marine Le Pen et fait la course après le Rassemblement national. Vous avez raison et c'est intéressant de le reconnaître. Les étrangers aujourd'hui risquent plus de se retrouver en prison. Il y a la question des garanties de représentation. Les garanties de représentation, c'est la capacité d'avoir un emploi stable, par exemple, de prouver qu'on a un CDI ou d'avoir un loyer. C'est-à-dire que oui, les étrangers sont une population plus précaire en France et c'est en s'appuyant là-dessus qu'ils se retrouvent en prison de manière bien plus importante. On y revient dans quelques instants. Retour en direct sur le plateau de votre live week-end. Dans un instant, ce sera évidemment l'une des images fortes de cette journée, la première apparition publique du pape François. Ce devrait être à midi à la fenêtre de l'hôpital Gemelli qu'il doit quitter après 5 semaines d'hospitalisation pour cette double pneumonie. Mais avant cela, on revient sur l'agression d'un rabbin. C'était hier, 13h30 à Orléans. Nicolas Coadou, vous êtes avec François Luce sur place pour BFM TV. On proposait il y a quelques instants une vidéo de l'agression. On va y revenir dans un instant évidemment avec Laurent Valdiguier. Mais que sait-on des faits qui se sont déroulés donc en pleine rue hier? Ce qu'on sait, c'est qu'il était environ 13h30 lorsque le rabbin, accompagné de son fils de 9 ans, quitte la synagogue. C'était la fin de Shabbat pour donc rentrer chez lui. Il repart à pied et en plein centre-ville d'Orléans à donc 13h30. Il est pris à partie par un individu particulièrement jeune qui commence à l'alpaguer, à le suivre, à le filmer avec son téléphone portable. Le rabbin lui demande donc d'arrêter de le filmer. Et c'est à ce moment-là qu'une flambée de violence commence avec ce jeune homme qui commence à frapper à plusieurs reprises au niveau de la tête. Le rabbin, il lui mord également l'épaule et l'insulte copieusement pendant de très longues minutes. Finalement, le rabbin parvient à s'extraire. Il va directement porter plainte auprès de la police qui ouvre une enquête et un jeune homme est interpellé suite à l'étude des vidéosurveillances en début de soirée. Un jeune homme de 16 ans qui est donc le principal suspect dans cette affaire. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Orléans pour agression, violence volontaire en raison de l'appartenance ou la non-appartenance à une religion supposée ou réelle. Quant au rabbin, il est particulièrement choqué, nous dit-on, mais il n'a pas de séquelles physiques. Choc, on imagine que c'est un sentiment partagé sur place ? Oui, un sentiment de révolte particulièrement au sein de la communauté juive d'Orléans. On est actuellement à la synagogue d'Orléans avec François Luce à l'heure du calendrier. Ce matin, c'était l'assemblée générale annuelle de la synagogue. Donc il y a beaucoup de monde ici présent. Tout le monde a été particulièrement choqué par cette agression puisqu'on nous explique que oui, depuis le 7 octobre, il y avait eu des tags antisémites, mais ça n'était jamais allé plus loin, jamais été jusqu'à l'agression physique du rabbin. Donc ici, tout le monde est particulièrement choqué et espère que la justice va pouvoir passer rapidement. On a pu discuter également avec le président de la communauté juive d'Orléans qui lui-même est particulièrement choqué. Il a pu s'entretenir avec le rabbin au téléphone hier soir et ce matin. Il est évidemment très marqué, notamment parce que cette agression s'est faite sous les yeux de son fils de 9 ans. Actuellement, le rabbin est entendu par la police pour tenter de confondre le principal suspect qui est toujours en garde à vue. Merci beaucoup Nicolas, avec François Luce pour BFM TV. Laurent Valdiguier, consultant police-justice BFM TV. On va revenir ensemble, vous allez nous expliquer et analyser les images de cette agression, une partie en tout cas de cette agression qui a été filmée par une automobiliste. Voici ces images.
On va les découvrir à 13h30 hier à Orléans. Oui, on voit, c'est d'ailleurs la fin de l'agression, puisque l'automobiliste, ça avait commencé par, il voulait le filmer, il l'a agressé verbalement en s'approchant de lui, en le filmant, on ignore évidemment pourquoi. Et donc là, il y a une automobiliste qui arrive, qui filme, et on voit le monsieur au pull, là, c'est quelqu'un qui s'est interposé, il a mis en fuite l'agresseur. C'est quand même des coups assez violents. Des coups violents portés au visage. Le rabbin reste debout, ça c'est très important, parce que s'il avait été mis à terre, oui, c'est tout de suite des zones. On voit qu'il a son chapeau, il a perdu son chapeau, et que l'agresseur donne un coup de pied au chapeau, hein, qui est le symbole du rabbin, c'est le chapeau de rabbin. Très, très reconnaissable. C'est vraisemblablement pour ça qu'il a été identifié par cet individu comme étant un rabbin. On ne sait pas, c'est l'enquête qui le dira, évidemment, ses motivations. Est-ce qu'il le repérait? Est-ce que c'est une rencontre opportune? C'est depuis hier soir, il est un jeune de 16 ans, hein, qui est en garde à vue. On verra évidemment s'il est bien l'auteur des faits, évidemment, et la suite de ces événements. Merci beaucoup. Laurent, on en parle évidemment avec mes invités. 2 tweets à vous proposer, messieurs et Aurore. Le tweet de Manuel Bompard, c'est un peu plus tôt, le coordinateur de la France Insoumise, qui va s'afficher. Et puis ensuite le tweet d'Aurore Berger. Voici ce qu'écrit Manuel Bompard. L'agression violente du rabbin d'Orléans, frappé à la tête, mordu et insulté avec son fils, est insupportable. Soutien à lui, à sa famille, à ses proches. Plus que jamais, soyons unis pour combattre l'antisémitisme et tous les racismes. Voilà pour Manuel Bompard. Aurore Berger a également réagi, elle aussi, sur les réseaux sociaux. Harry Engelberg a été sauvagement agressé devant son fils de 9 ans à Orléans. La haine antisémite est un poison. L'antisémitisme n'est malheureusement pas résiduel et il nous appartient à tous de le combattre sans relâche. Nous ne laisserons rien passer. Aurélien Lecoq, je m'arrête sur le mot résiduel parce qu'il a été employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier l'antisémitisme. Quand on regarde cette scène à Orléans et les chiffres de l'explosion du nombre d'actes antisémites, on voit bien qu'il y a un décalage entre le qualificatif de Jean-Luc Mélenchon et la réalité des chiffres. Avant d'essayer de rentrer dans des polémiques, je préférerais commencer par pouvoir dire ce qu'a dit Manuel Bompard, c'est-à-dire condamner avec la plus grande fermeté cette agression et cet acte antisémite et apporter tout mon soutien, non seulement au rabbin, à son fils, mais également à ses proches et à toutes celles et ceux qui ont pu se sentir touchés. Vous dire aussi que nous n'acceptons pas, du côté de la France Insoumise, que qui que ce soit puisse être attaqué en raison de sa religion réelle ou supposée, et cela est valable pour toutes les religions. Il est insupportable que dans notre pays, certains puissent être agressés parce qu'ils portent, pour certains, la kippa, parce qu'ils portent, pour d'autres, le voile, parce qu'on ne supposerait qu'ils sont d'une certaine religion. C'est insupportable. La République doit être la même pour toutes et tous, et aucune agression sur la base religieuse ou sur la couleur de peau, aucun racisme n'est tolérable, et c'est pour cela que nous étions dans la rue hier, et c'est pour cela que nous continuerions à nous battre. Après, je vais répondre à la question que vous posez. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui n'était pas effacé. C'est cela que ça veut dire aussi résiduel. Cela veut dire, cela veut dire eh ben oui, mais je vous l'explique du coup. Cela veut dire que nous n'avons pas réussi à faire disparaître l'antisémitisme dans ce pays et que donc, et je le dis, je vous l'ai dit sur ce plateau, l'antisémitisme doit être, au même titre que l'islamophobie qui explose également dans notre pays, combattu chaque jour. Et nous ne laisserons jamais faire quelconque acte contre qui que ce soit. C'est plus clair que ce qu'on a entendu parfois. C'est extrêmement clair, et c'est ce que nous disons à chaque fois. Moi, je ne supporte pas ces larmes de crocodile. Monsieur appartient à un parti qui est un parti ouvertement antisémite, qui a été condamné... Monsieur, vous ne voulez pas commencer par avoir au moins un mot pour la victime? Si je peux terminer. Écoutez, vous faites de la politique en attaquant la France Insoumise avant même Monsieur, il y a de parler quelques jours, de la victime. vous diffusiez une affiche avec Monsieur Hanouna. Oui, vous préférez faire de la polémique sur une affiche plutôt que de parler de la victime. Vous n'avez rien à dire au rabbin ce matin. Rien. Monsieur Lecoq, je ne crois pas que le rabbin attende grand-chose de vous. Je suis désolé de vous le dire. Mais par contre, je pense que c'est bien que les responsables politiques condamnent l'acte et puissent apporter un peu de soutien. La réponse de Monsieur Lefebvre, parce qu'après je voudrais qu'on parle du censure de François Bayrou. Vous n'avez que des attaques contre la France Insoumise à la bouche. Tout le monde voit sur ce plateau que vous êtes en train d'instrumentaliser ce qui se passe. Je vous le dis, c'est dégueulasse. Il y a une attaque antisémite qui a eu lieu. On est là pour la condamner et pour se battre. N'infligez pas le traitement que vous dénonciez il y a une demi-heure. On a la réponse de Monsieur Lefebvre et après on parle de François Bayrou et de ses 100 jours. Monsieur Lefebvre. Qu'un rabbin soit frappé, insulté en pleine rue en France en 2025, c'est révoltant, c'est choquant, c'est sidérant, et ça n'est pas la République. Mais je vous le dis très calmement, Monsieur Lecoq,
vous avez, avec l'antisémitisme d'atmosphère que vous propagez mais arrêtez maintenant on ne peut pas vous laisser dire ça. Personne chez nous n'a été condamné pour antisémitisme. Personne. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Je veux dire, oui, et elles ont toutes été déboutées. Nous n'avons personne de condamné pour antisémitisme. Condamné pour la caricature de monsieur. Vous êtes en train. Nous avons été condamnés pour utilisation du droit à l'image. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous répétez des mensonges à tort et à travers que quiconque va vous croire. S'il y en a dans ce pays qui profèrent le racisme, c'est bien votre gouvernement. La République a de la mémoire. Vous êtes devenu le Oui, la République a de la mémoire et la République sait que l'antisémitisme dans ce pays vient en immense partie de l'extrême droite. Contre les autres, leur religion. Qu'avez-vous fait face à l'UNI? Vous alimentez. Qu'avez-vous fait face à l'UNI alors je tire antisémite? Est-ce que je peux parler, monsieur Lecoq? Vous avez vu vous passez votre temps. Je vous rappelle les déclarations. En quelques secondes, monsieur Lefebvre, parce que je vois vraiment qu'on passe à autre chose. Donc, la conclusion sur cette thématique. La conclusion, c'est qu'il faut être uni et implacable contre l'antisémitisme. Et je voudrais redire à tous nos compatriotes juifs de France qu'ils sont la République et qu'il n'y a pas plusieurs communautés dans la République, que la République s'enrichit des juifs de France. On va passer à un autre sujet et accueillir ensemble Benjamin Dubois. Rebonjour. Benjamin, le cap des 100 jours, la barre des 100 jours à Matignon franchie aujourd'hui par François Bayrou et qui s'exprime dans les colonnes de la tribune dimanche. Oui, exactement, Ronald. Et François Bayrou, donc, dans les colonnes de la Tribune dimanche, qui dit notamment ceci: je ne suis pas en compétition, je ne suis en compétition avec personne, alors qu'il a pu être ciblé par certains, comme Laurent Wauquiez, par exemple, récemment. Concernant sa relation avec Emmanuel Macron, voici ce que dit le Premier ministre: il n'y a jamais eu le moindre problème entre nous, nous ne serons jamais en rivalité, et d'abord parce que le président est élu par tous les Français, nous sommes complémentaires et co-responsable. À propos du conclave sur la réforme des retraites, voici ce que dit François Bayrou après avoir exclu un tout retour de l'âge de départ à 62 ans et alors que certains syndicats ont claqué la porte. Ceux qui voulaient partir depuis le premier jour sont partis, ceux qui voulaient rester sont restés. Le dialogue et la concertation continuent et la France en a besoin. À ceux qui le critiquent sur son style et son action, y compris parmi ses propres troupes, François Bayrou répond: si le bon style était celui de mes prédécesseurs, je ne serai pas là, je ne suis pas énarque, je ne suis pas parisien, je refuse les éléments de langage, la com, les Français veulent de l'authenticité. Depuis son arrivée à Matignon, le Premier ministre dit qu'il n'a jamais profité de l'extérieur de Matignon. Je n'ai encore jamais mis un pied dans le jardin, je n'ai pas le temps. À mon bureau de 7h30 jusqu'à tard le soir, j'entraîne nos équipes. C'est une époque fascinante et le travail l'est tout autant. Et concernant ses projets pour le pays, voici ce qu'il dit: même si c'est incroyablement difficile, nous devons avancer. C'est un pays tout entier qui a besoin qu'on l'aide à se ressaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Aurore, ça ne dit pas grand-chose du cap des 100 prochains jours pour François Bayrou, cette interview. Non, c'est très intéressant, mais ça ne dit pas politiquement, ça ne dit pas grand-chose de ce qui va se passer. C'est un petit peu du François Bayrou, en tout cas c'est un petit peu ça aussi, la méthode Bayrou. Il fait penser par certains aspects, vous savez, à ces présidents du Conseil de la 4e République. Je pense notamment à Henri Queuille qui disait: il n'y a pas de problème dont l'absence de solution ne finisse par venir à bout. On a l'impression que c'est parfois un petit peu le... Il faut bien réécouter la phrase pour la comprendre, effectivement. Ça. Je peux la redire: il n'y a pas de problème dont l'absence de solution ne finisse par venir à bout. Et on a un peu l'impression que c'est parfois ce qu'appelle de ses voeux François Bayrou, en tout cas sur un certain nombre de dossiers très épineux, qu'il n'a pas pris le soin d'ailleurs de véritablement mentionner dans la feuille de route qu'il a adressée hier aux parlementaires. Donc effectivement, François Bayrou, il se maintient surtout sa longévité, il la doit principalement à ses adversaires politiques qui n'ont pas intérêt actuellement à faire, en tout cas, à organiser son instabilité et sa censure, comme cela avait été le cas avant, avec l'épisode de la censure du gouvernement Barnier. Alors, stabilité ou paralysie, monsieur Lecoq, je vous pose la question, parce qu'au sein de la France Insoumise, sur le coup, on ne peut pas vous taxer d'avoir changé. Vous êtes toujours pour le départ de François Bayrou. Si ça ne tenait qu'à vous, il y aurait des motions de censure sur chaque prise de parole ou sur chaque proposition de loi. Vous attendez quoi désormais? Vous attendez la prochaine dissolution qui sera au plus tôt pour l'été, pour essayer de le faire tomber, mais on sent bien qu'à gauche, il n'y a plus une majorité contre François Bayrou. Comment vous vous placez dans cette échéance, dans ce calendrier? La première chose, c'est que la France Insoumise, oui, sont les seuls à peu près opposants résolus au gouvernement aujourd'hui de M. Bayrou. Donc nous attendons une chose: qu'il s'en aille. Ouais. Mais ça, c'est pas, a priori, c'est pas la tendance. François Bayrou, et il faut le redire pour que ce soit entendu, parce qu'ils font les malins à la télé. Mais la réalité, c'est que François Bayrou est un usurpateur. Jamais il n'aurait dû être nommé Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Lucie Castet aurait dû être Premier ministre.
Oui, bien sûr que Lucie Castet aurait dû être Premier ministre, mais jamais François Bayrou, ni d'ailleurs Michel Barnier, n'auraient dû être Premier ministre parce qu'ils ont perdu les élections. Il y a donc là d'abord une négation de notre démocratie et une trahison du résultat des urnes. Ensuite, je voudrais quand même dire un mot parce qu'il ne s'est pas rien passé pendant ces 100 jours. Non, mais ça pendant ces 100 jours, on a eu d'une part les offensives racistes de tous côtés, et on en a encore eu la démonstration ce matin. Mais à quoi servaient ces offensives racistes? Elles servent à diviser le peuple français pour masquer la violence sociale. Parce que le résultat des 100 jours de M. Bayrou, c'est d'abord un budget de guerre sociale absolument inouïe, avec 34 milliards de coupes budgétaires, c'est-à-dire le plus violent depuis 25 ans, qui ont des réalités qui en ce moment sont en train de devenir concrètes chaque jour. On a vu par exemple que 5000 classes allaient fermer en primaire et en maternelle. Moi, dans ma circonscription, je me suis rendu à Fâche-Tuménil encore cette semaine. On a 2 classes qui ferment à Fâche-Tuménil avec des parents qui sont en colère. Le résultat de la politique de M. Bayrou, c'est aussi le fait d'avoir une mortalité qui augmente dans les hôpitaux. Parce que M. Macron a fermé 30 000 lits et que M. Bayrou, dans son budget de la sécurité sociale, retire de nouveau 3,8 milliards aux hôpitaux. Et que donc, du fait de cette politique libérale, les gens vont continuer à mourir dans les couloirs des urgences. C'est ça d'abord la politique de Bayrou, c'est la violence sociale, c'est la destruction de l'avenir de notre jeunesse. Et donc il y a une urgence, oui, c'est qu'il s'en aille. La France insoumise déposera et votera des motions de censure à chaque fois. Et il va falloir qu'enfin celles et ceux qui se prétendent d'opposition se réveillent, parce que le Rassemblement national, sauf Macron et Bayrou depuis le début, ce sont vos alliés. Ce sont vos alliés, puisqu'ils ne vous ont pas censuré, puisqu'ils ont bloqué la motion de destitution. Et puis, donc il va falloir que le Rassemblement national arrête d'être les larbins de Macron comme ils le sont depuis le début. Arrêtez, monsieur Lefebvre. Et puis que les socialistes finissent par comprendre que ça suffit de se faire humilier. Enfin, il faut se rendre compte quand même. Ils avaient dit non, on ne censure pas si la retraite est remise sur la table. Ils ont été humiliés à chaque reprise. Maintenant, ça suffit. Macron, Bayrou, ils sont illégitimes, ils doivent s'en aller. On sait qu'il y a une majorité qui n'est pas majoritaire, on sait que le sort des uns et des autres est de toute façon dépendant des attitudes et des intérêts des uns et des autres. Jusqu'à quand c'est l'espèce de parenthèse, François Bayrou? Il faut attendre la dissolution, une vraie majorité à l'Assemblée pour pouvoir gouverner, quelle que soit cette majorité d'ailleurs? Moi, je crois dans les vertus de la stabilité gouvernementale. Le pays ne peut pas se permettre le luxe du chaos comme le souhaiterait la France insoumise. Maintenant, l'Assemblée nationale est telle qu'elle est. Les Français l'ont voulu ainsi. Il faut travailler en ce sens. Avec François Bayrou, on a doté la France d'un budget. On a redonné un peu de stabilité, de visibilité à nos entreprises. Ce qu'il a rappelé, il n'y avait rien pour la sécu, rien pour la finance publique, il n'y avait rien du tout. Et il a raison de le rappeler, c'est essentiel. Maintenant, les défis qui sont devant nous sont des défis absolument immenses. On a la guerre qui est aux portes de l'Europe, un monde qui est en train de changer. Les prévisions du président de la République, il y a 7 ans, qui étaient taxés de mauvais prophètes, sont aujourd'hui en train de se réaliser. Il faut nous réarmer. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de l'instabilité. Mais je le dis aussi, les prochains mois devront être des mois riches et garnis au menu parlementaire. On doit avoir des réformes qui sont des réformes tranchantes. On ne peut pas se permettre d'avoir un monde qui est en mouvement et une France qui resterait immobile à la traîne. Ça n'est pas ce que souhaite le Premier ministre et nous allons l'aider, l'accompagner pour aller plus loin encore dans la réforme de notre modèle social. On en reparle à partir du moment où la dissolution sera de nouveau possible. Merci à tous les deux. Merci Aurore d'avoir été avec moi. Merci à vous. Pour ces échanges vifs, animés, mais intéressants. On va évoquer